parce que vous avez 200 millions d'utilisateurs quand même, et une toute petite équipe. Comment ça se concrétise jour le jour? On veut rester une petite équipe parce qu'on est autofinancé, qu'on a un produit qui coûte pas cher. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui annoncent 400, 500 personnes en recrutement, c'est sur du deal mid-market ou enterprise. Et donc, il faut beaucoup de commerciaux pour pouvoir aller atteindre les objectifs et vendre à des prix qui sont 10, 15 fois supérieurs au prix du nom. Nous, on préfère embaucher des gens qui sont très bons dans leur métier plutôt que d'en embaucher 3 qui seraient moyens. Et que notre croissance, elle est très bonne. 60% de croissance du CA par rapport à l'année d'avant. Il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas compris que le support client, c'était un générateur de business. L'autre enjeu, il est au travers des partenariats. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, les partenariats, c'est également aussi un moyen pour nous forts de rester une petite équipe. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Goré, qui est Chief Marketing Officer, donc directeur marketing en français. Je pense, tu me confirmeras. Qui est donc directeur marketing. Oui. Directeur marketing de Crisp. Alors, c'est un logiciel. Moi, je connaissais parce que on connaît la partie chatbot, mais tu nous détailleras un peu plus parce que c'est un peu plus que ça. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé par 400 000 entreprises, si je ne me trompe pas, et 200 millions d'utilisateurs mensuels. Ouais, tout à fait. Tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Je te laisse te présenter en quelques mots et dire aussi qu'est-ce que fait Crisp pour que les gens situent bien. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai rejoint Crisp il y a 4 ans en tant que premier employé sur la partie marketing, sales et partenariat. À l'époque, on était on était 7. Aujourd'hui, on est 19, donc 4 ans et quelques après. Et on est passé en effet de 100 000 à 400 000 clients utilisateurs avec, comme tu disais justement, voilà, des entreprises clientes partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment important à nos yeux. C'est que, en fait, tu vois, le chiffre d'affaires de Crisp aujourd'hui, il est fait à 80% en dehors de la France. Donc, on a vraiment une ADN internationale. Et c'est une entreprise française. On est basé, en effet, en France, à Nantes, plus précisément. Enfin, on va dire le headquarters, c'est à Nantes. Et puis après, on a des équipes qui sont, tu vois, enfin, une personne qui est à Orléans, une autre qui est un peu dans la campagne, entre guillemets, parisienne. Et puis après, sinon, ouais, c'est réparti entre les Philippines, l'Italie, Mexique, Chili, Portugal aussi, et le Salvador. Et donc aujourd'hui, Crisp, qu'est-ce que c'est? Tu le dis très justement, c'est bien plus qu'un chat. Historiquement, c'était un chat. C'est de là dont on vient. Mais aujourd'hui, on a un vrai outil de gestion du service client multicanal. En fait, on permet de centraliser au sein d'une même interface plus d'une douzaine de canaux de communication. Donc, en fait, tous les canaux de communication que les entreprises ont aujourd'hui et qui sont majoritairement encore gérés en silo, et ben en fait, on permet de les centraliser. Donc, email, chat, bien évidemment, mais aussi téléphone, les DM Insta, les messages WhatsApp, les SMS, pourquoi pas aussi. Tout arrive donc dans la même boîte de réception. En fait, à cet aspect centralisant, on va venir aussi apporter une couche de collaboration interne, puisque toutes les équipes, du coup, vont être centralisées autour de cette même boîte de réception pour améliorer la qualité des échanges qu'on apporte aux clients. Et puis une troisième brique, qui est une brique en fait de synchronisation, puisque notre boîte de réception va venir synchroniser avec n'importe quel écosystème SI, que ça soit au travers d'intégration native, comme on va avoir par exemple avec une solution Shopify ou une solution WooCommerce, ou alors au travers de nos API. Et donc à ça, après, on apporte d'autres fonctionnalités, comme un outil de gestion de contact,
On va avoir aussi une brique pour créer, gérer et publier des articles d'aide en ligne. Et puis, une brique de marketing automation, un outil de création de scénarios de bots et également aussi plus d'une 50aine d'intégrations avec des outils phares du marché qui en fait, permettent à n'importe quelle entreprise aujourd'hui de s'intégrer avec notre plateforme, puisque en fait, on a aussi aujourd'hui la possibilité de créer des apps au-dessus de Crisp, au travers de notre marketplace. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des intégrations publiques ou privées. L'idée étant de permettre à n'importe quelle solution de créer en fait son cas métier pour s'adapter au plus près de ses besoins. Et puis, en petit teasing, Sébastien, pour ton audience, on s'apprête à sortir aussi une fonctionnalité dédiée à l'intelligence artificielle. Donc, on a créé notre propre modèle d'IA. Et dans les semaines à venir, on va le mettre en ligne. Donc, voilà, gros mois de juin qui arrive a priori pour les utilisateurs des autres solutions. Est-ce que la génération, l'outil d'IA, est-ce que c'est pour la génération d'aide ou pas? Parce que je sais que c'est l'IA est utilisée pour ça, justement. Elle est plutôt performante quand on la nourrit avec de l'aide, avec de la documentation pour générer de l'aide justement derrière. Est-ce que vous l'utilisez pour ça ou c'est pour toute autre chose? Ouais, en fait, nous, le premier cas d'usage qu'on a vu, historiquement, en fait, on a commencé par faire une intégration de ChatGPT quand c'est sorti, en se disant, on va permettre aux clients d'appuyer sur un bouton et ce bouton va générer une réponse qui va ensuite être envoyée par l'être humain. Pourquoi? Parce que nous, on pense que l'IA et l'humain sont complémentaires et que en fait, l'IA n'arrivera jamais à avoir, en tout cas pour le moment, le niveau d'empathie suffisant et le niveau de connaissance métier pour pouvoir pousser la meilleure des réponses. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut vraiment aller vers cette complémentarité humain-robot. Cette première intégration de ChatGPT, elle a, on va dire, eu beaucoup de succès, puisque en fait, ça a permis à beaucoup d'entreprises de pouvoir se projeter sur des cas d'usage type IA plus service client. Mais on en a un peu revenu, nous et nos clients également aussi, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on manquait d'expertise métier. C'est logique, en fait. Le modèle de ChatGPT, il est entraîné sur des informations publiques, donc qui sont accessibles dans le web. La plupart des entreprises, tous leurs process aujourd'hui, ils sont hébergés sur des bases de données internes qui ne sont pas accessibles par les parseurs qui entraînent ensuite le modèle de ChatGPT. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer notre propre modèle qui est en fait aujourd'hui qu'on pourrait classifier et définir comme un assistant virtuel propulsé par l'intelligence artificielle qui va permettre aux agents d'envoyer en fait des réponses qui seront automatiquement générées. L'idée, c'est de rendre les équipes de support plus productives en leur permettant de gérer plus de conversations multicanales en même temps, puisqu'en fait, on a moins de temps de traitement à réaliser en tant qu'humain, puisqu'on se base sur l'IA pour venir avoir une réponse pré-rédigée. Ça, c'est vraiment le premier cas d'usage qu'on a. C'est la génération de réponses basée sur l'historique des conversations. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que du coup, on se base non pas sur des données publiques, mais sur des données internes à l'entreprise via des réponses qui ont déjà été données par les autres membres de l'équipe pour apporter en fait une réponse qui soit nourrie par le métier de façon, c'est du solide. Forte. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, c'est monosource, d'accord? C'est-à-dire qu'on va se baser uniquement sur les données conversationnelles. En revanche, ce qu'on prépare par la suite, c'est bien évidemment de pouvoir intégrer d'autres sources pour venir enrichir encore plus le modèle. Et donc là, on peut venir se baser sur la FAQ, qu'elle soit interne ou externe. On va également aussi pouvoir après aller, pourquoi pas, se baser sur les sites web et tout un tas d'autres sources qu'on peut imaginer. L'idée étant d'avoir le modèle le plus adapté et le plus complet possible pour pouvoir apporter les meilleures réponses. Donc ça, c'est la première base. On a ensuite des fonctionnalités qui vont aller autour de la classification automatisée des conversations. Donc, être capable, en fait, avant même d'ouvrir la conversation, de savoir quelle est
la raison pour laquelle l'utilisateur me contacte. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui viennent nourrir l'expérience de nos utilisateurs. L'idée, c'est de leur améliorer la vie, bien évidemment, de les rendre plus efficaces et, in fine, de rendre les clients de nos clients encore plus contents. Voilà. Nickel, c'est très clair. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Aujourd'hui, vous êtes une petite équipe, c'est ça, vous êtes 19 personnes. J'avais noté dans mes notes, je crois que je me demande si c'était pas la taille de Snapchat à une époque où, en 2015 ou quelque chose comme ça, quand ils ont été évalués à 3 milliards de dollars. Pourquoi je parle de ça? Parce que tu m'avais dit qu'on avait fait notre préparation de l'entretien, que Ouais. vous étiez une petite équipe, mais que vous vouliez Ouais. le rester. Et Ouais. je dis ça parce que c'est pas antinomique en fait de pouvoir réussir, d'avoir un gros impact à l'extérieur, tout en étant pas beaucoup. Comment vous gérez ça justement, ce côté, on a une grosse croissance parce que vous avez 200 millions d'utilisateurs quand même. Ouais. C'est pas rien, il faut quand même le gérer. Et une toute petite équipe. Comment ça se concrétise au jour le jour, ça? Ouais, tout à fait. Ça se concrétise par plein de choses, hein. Là, le premier point, c'est que on veut rester une petite équipe parce que on est autofinancé et qu'on a un produit qui coûte pas cher. Ok. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui annoncent 400, 500 personnes en recrutement, c'est sur du deal mid-market ou enterprise. Et donc, il faut beaucoup de commerciaux pour pouvoir aller atteindre les objectifs et vendre le logiciel à des prix qui sont 10, 15 fois supérieurs au prix d'une autre. Donc ça, c'est une première chose, c'est que l'approche marché, elle nous impose d'avoir aussi des coûts fixes qui soient bas. L'autre pan que tu as évoqué, c'est l'aspect du coup organisationnel interne. Nous, on préfère, aujourd'hui en tout cas, embaucher des gens qui sont très bons dans leur métier et qui sont capables du coup de couvrir beaucoup de choses, plutôt que d'en embaucher 3 qui seraient moyens. Et donc ça, c'est notre vision. Donc on est très exigeant sur les recrutements qu'on réalise. Ils prennent du temps. Mais en fait, comme on est autofinancé et que notre croissance, elle est très bonne, tu vois, on vient encore de faire 60% de croissance du CA par rapport à l'année d'avant. C'est des choses, c'est un vrai confort Énorme, parce que du coup, personne ne nous dicte ce qu'on a à faire et on est encore moins pressé par le contexte économique puisque pour nous, il est bon. Donc, on prend notre temps et on s'accorde sur les recrutements comme ça. Ensuite, pour la partie gestion client, ça, c'est un tout autre sujet. En fait, le support client, il se fait de plusieurs façons et il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas compris que le support client, c'était un générateur de business. Ça peut presque être vu aujourd'hui, en fait, comme Comme un canal nouveau canal d'acquisition. d'acquisition, en fait. Ouais, exactement. Parce que le support client, aujourd'hui, c'est générateur de bouche à oreille. Et en fait, le bouche à oreille, c'est le canal d'acquisition le moins cher qui existe. Donc, nous, on travaille énormément là-dessus pour faire en sorte que nos clients, ils n'aient pas besoin de nous contacter. Parce qu'in fine, est-ce que le meilleur service client, c'est pas le service client qui n'existe pas? Tu vois? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si une personne te contacte, c'est qu'elle a un problème, potentiellement. Peut-être que des fois, ce qui est cool, ça nous arrive parfois aussi, c'est qu'il y a des gens qui nous contactent pour nous dire c'est génial ce que vous faites, continuez, on adore Crisp. Mais ça reste quand même à la marge, malheureusement. Donc, nous, notre volonté, c'est essayer de créer une expérience qui soit la plus fluide possible pour que les gens soient autonomes et puissent utiliser notre plateforme par eux-mêmes. Et donc ça, le premier point, c'est l'aspect design, tu vois, parce que si tu as un design qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, qui ne correspond pas on va dire, aux standards du marché, forcément, tu vas avoir énormément de requêtes de support parce que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont du coup passer beaucoup de temps à essayer d'utiliser, ça va générer de la frustration, ça va peut-être même provoquer du churn. Enfin, c'est pas bon du tout. Donc,
nous, on a cette approche-là de se dire dans le design, on va intégrer différents comportements, différents patterns qui vont permettre à nos utilisateurs d'aller trouver des réponses à leurs questions par eux-mêmes, plutôt que d'essayer, en fait, tout simplement, de les contacter absolument et de prendre un rendez-vous d'1 heure avec eux pour leur dire voilà comment vous devez faire. Ça, c'est une première Et chose. je rappelle que et à 200 millions d'utilisateurs, 1 heure par client, ça le fait pas trop. Ouais, alors il faut savoir que les 200 millions d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs de nos utilisateurs, hein. D'accord, ok. Les deux, voilà, exactement. Puisqu'aujourd'hui, nous, on fournit un logiciel aux entreprises et ces entreprises-là fournissent justement du service client à ces mêmes clients. Donc, on a le design qui est prépondérant. On va avoir le sales aussi, tu vois. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'entreprises qui continuent à te demander de remplir un formulaire pour pouvoir avoir le droit de regarder un logiciel, tu vois. Et ça, c'est dépassé, ça ne devrait plus exister. Imagine, tu rentres dans une boutique physique préférée. Et en fait, avant de rentrer dans la boutique, on te dit non, mais si tu veux rentrer, il faut que tu me donnes ton nom, ton numéro, ton email et peut-être même ta date de naissance. Ouais, Bah, moi, je rentre jamais dans cette boutique, tu vois. Jamais. pareil. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe en ligne quand tu demandes à des gens sur un site web de te donner voilà, un peu toutes les informations critiques de ton entreprise avant même d'avoir vu à quoi ressemble le produit. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Donc nous, pareil, là, aujourd'hui, tu peux aller créer un compte sur Crisp de façon entièrement autonome, gratuite, sans aucun frein, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, en fait, ils soient capables de faire les choses par eux-mêmes, encore une fois, tu vois. Que tu puisses très simplement te dire, bah, moi, j'ai ce besoin-là, j'ai détecté que Crisp pouvait potentiellement y répondre. J'ai envie de voir à quoi ressemble leur logiciel, est-ce que ça correspond en termes d'usage, en termes de design, en termes de collaboration, ce genre de choses. Et puis à partir de là, c'est beaucoup plus intéressant aussi pour nous, tu vois, parce que ça veut dire que du coup, on est capable de prioriser en termes d'action les gens qui ont paramétré telle et telle fonctionnalité au cours de leur période d'essai, plutôt qu'une personne qui a simplement dit je vais faire une démo. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent faire des démos, et puis après qui te disent bah en fait, non, mais nous, on veut changer de logiciel que dans 2 ans, tu vois. Bah, en fait, tu as perdu 1 heure, quoi. Donc, Clairement, ouais. donc en fait, on a quelque part automatisé tout le métier de SDR, tu sais, qui est en fait le travail un peu de préqualification avant la passe à l'account exécutive. Et donc ça, encore une fois, ça nous permet de rester une petite équipe, tu vois. Et on peut aller encore plus loin demain. On a plein d'idées là-dessus. L'autre enjeu, il est au travers des partenariats. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, les partenariats, c'est également aussi un moyen pour nous fort de rester une petite équipe. Parce que les partenariats, ça permet, entre guillemets, d'externaliser toute la partie commerciale aussi, puisque du coup, c'est plus nous qui faisons les ventes, ce sont les agences, par exemple, qui font les ventes pour nous. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, en fait, qui viennent nourrir notre stratégie et qui nous permettent de rester cette petite équipe. Alors, une équipe qui grandit, bien évidemment, parce qu'à un moment aussi, il faut rester en accord avec sa vision. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même se différencier par le service client. Et du coup, aujourd'hui, le plus gros pôle qu'on a chez Crisp, c'est le pôle dédié au service client, puisque on offre un support client qui est ouvert H24, 5 jours sur 7. Donc, en fait, il faut des gens qui soient dans les bons fuseaux horaires, parce que sinon, c'est pas terrible. Tant pour les personnes qui font le travail, parce que se lever en pleine nuit pour travailler, c'est jamais très agréable, que pour nos clients, puisqu'en fait, quand nous, on dort, eux, ils sont en pleine journée de travail. Donc, c'est important d'avoir aussi de la réactivité, quoi. Pensez, du coup, aujourd'hui, vous êtes petit, vous êtes autofinancé. Enfin, souvent, on dit, quand on oppose les gens qui font des levées de fonds et ceux qui s'autofinancent, qui bootstrap, justement, on dit que le bootstrap, ça permet d'aller chercher des hacks, de mieux réfléchir à ce qu'on fait, de mieux peser le pour et contre, d'aller chercher des effets de levier qu'on ne fait pas quand on a de l'argent, puisque tout est facile, on va dépenser de l'argent, on embauche des gens, Google,
Voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est un gros atout d'être petit finalement. Ça a clairement un atout. Ça induit aussi une culture en effet différente, puisque plutôt que de se dire on va embaucher des gens pour venir compenser en fait nos process pourris, et ben en fait on va faire en sorte que nos process soient optimales et qualitatifs, peut-être automatisés, pour nous aider à gagner, à faire plus avec moins, tu vois. J'étais à un rendez-vous la semaine dernière de dirigeants marketing à Paris. Et du coup, j'ai posé une question comme ça, très simple. J'ai été assez étonné. Il y avait 20 dirigeants marketing de belles boîtes françaises, hein. J'ai posé la question suivante. J'ai demandé, est-ce que vous avez des ressources techniques pour automatiser des tâches dans vos équipes? Sur les 20, il y avait 2 personnes qui avaient des ressources. Et encore, c'était des ressources partagées, tu vois. Donc ça, c'est une question de culture, tu vois. Tu te rends compte qu'au final, on a plutôt tendance à embaucher des gens plutôt qu'à essayer de repenser nos process en se disant comment est-ce qu'on peut gagner de la productivité sur ces tâches-là et ces tâches-là. C'est des réflexions qui sont inhérentes à notre modèle, à nous, bootstrappers, parce qu'en fait, on ne peut pas passer notre vie à embaucher des gens. Et en plus, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt rester une petite équipe. Ouais. Donc, tout ça, ça nourrit en fait les réflexions. Et tu vois, le dernier exemple qu'on a en date, c'est qu'on passait énormément de temps récemment à faire de la communication mensuelle sur nos évolutions produits. Tu vois, tous les mois, on publie un article de blog. Le souci, c'est que on a commencé petit avec, tu vois, un email tout simple. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a rajouté un article de blog pour faire en sorte que quand les gens cliquent sur, tu vois, voir cet email dans son navigateur, ça redirige vers le blog. On a rajouté tout un tas d'images, etc., etc. Enfin, on a essayé de professionnaliser un peu le truc. On a rajouté aussi un pop-up dans le logiciel. Donc, tu vois, on fait vraiment une approche multicanal. Mais le problème, c'est que ça nous prenait énormément de temps, du coup, pour un ROI dégagé qui n'est pas énorme. Okay, ça reste important parce que c'est vital que nos clients sachent quelles sont les évolutions apportées sur le logiciel, qu'ils puissent activer de nouvelles fonctionnalités. C'est cool. Mais ça nous prenait énormément de temps. Et du coup, en fait, on l'a entièrement automatisé. Et donc ça, aujourd'hui, chaque mois, on fait un template sur Notion qui ensuite est généré sous 3 langages différents pour 3 médiums différents. Et typiquement, il y a des boîtes qui se disent, non, mais attends, on va acheter un logiciel, tu vois, pour faire ça. C'est dommage, tu vois. C'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre. Alors que tu peux très bien travailler là-dessus pour l'automatiser. Et au final, ça fait gagner du temps à tout le monde dans l'entreprise et tu augmentes pas tu vois, la somme de tes coûts fixes. Ouais, c'est ton histoire de CMO là, qui automatise pas chez eux, ça me laisse perplexe. Enfin, ça m'étonne pas parce que moi, j'ai fait du dev j'avais commencé il y a 25 ans, je crois, quelque chose comme ça, où j'étais embauché justement pour automatiser les tâches en interne, mais je vois que ça n'a pas changé en fait. Les gens sont aujourd'hui où il y a l'ère de ChatGPT, où tout le monde crie au secours, ça va nous remplacer. En fait, on se voit que derrière, la réalité, elle est bien tout autre, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait en automatisation, et qu'il y a du boulot pour des centaines d'années, presque, j'ai envie de dire. Non, mais c'est évident. C'est un effet de mode. Je pense encore beaucoup de temps avant que déjà les entreprises se servent de tous ces outils-là, et puis après que ça vienne voler du travail, c'est sûr. Et un dernier point là-dessus, de toute façon, c'est ce qui s'est passé avec le no-code. Le no-code, on a dit, c'est pareil, ça va tuer tout le monde, plus personne n'aura de boulot, mais ça prend toujours du temps d'y aller, de se former, de les utiliser, même si ça mâche le travail. C'est pas pour ça que les entreprises l'utilisent. Donc ça change rien au problème. Ouais. En t'écoutant, je me disais, et quid du branding? Alors c'est un sujet qui a la mode. Donc aujourd'hui, si tu veux automatiser la partie customer service, où des fois ça permet justement d'être plus proche de ses clients, donc d'avoir un côté humain, chaleureux derrière. Ouais. Aujourd'hui, comment, si vous automatisez, comment vous compensez ce fait-là de plus avoir de contact direct en fait?
On a énormément de contacts, hein, puisque du coup, on est disponible par chat et par email H24, 5 jours sur 7. Donc, en fait, des contacts, on en a énormément. L'enjeu, c'est juste de s'assurer que la personne te contacte au moment où vraiment elle a fait la recherche en amont par elle-même, puisque tu vois, on a une FAQ de 280 articles qui détaillent globalement la plupart des problèmes que tu peux rencontrer sur notre solution. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que nos clients, ils aient bien fait ce travail-là avant de nous contacter. Tu vois? Parce qu'en fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Toi, ça te fait gagner du temps en tant que client parce que du coup, tu n'as pas besoin de nous contacter. Et en vrai, c'est toujours mieux. Et nous, ça nous fait gagner du temps parce que du coup, on peut se concentrer vraiment sur les questions qui sont complexes, type des bugs ou, encore mieux, le nouveau business. Tu vois? C'est-à-dire aller améliorer le produit, aller chercher de nouveaux clients, etc., etc. D'accord. Et donc, quand ça se passe bien avec un client qui n'a jamais de problème, qui résout tous ces problèmes grâce à la fac, donc il a pas de contact avec vous, donc c'est un SaaS que vous avez. Donc il n'a pas ce côté humain. Comment il a une relation avec vous pour si un jour qu'il soit pas juste attiré par le prix. Imagine il y a une autre entreprise qui a les mêmes fonctionnalités, enfin équivalentes, qui est un jour moins chère. Qu'est-ce qui fait que le client irait pas changer? Est-ce que comment vous gérez ça? Est-ce que vous le gérez, ce côté-là? Bah, il y a différentes choses en fait. Nous, on fait évoluer le logiciel constamment. Donc ça, c'est une de nos forces aussi, tu vois, c'est que même si on est une petite équipe, tu peux voir le rythme d'évolution sur justement la partie blog, puisque c'est là qu'on retrouve toutes les évolutions produits mois par mois. On a une capacité d'innovation qui est très forte. Ensuite, ouais, je vois à peu près où tu veux aller, mais c'est sûr que la marque, ça a un impact aussi sur l'amour, enfin sur tu vois, l'affect que les utilisateurs peuvent créer. On a du coup cette écoute très active parce qu'en fait, les gens qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment. Du coup, si tu vas voir les reviews, par exemple, les notes laissées par nos clients sur les différentes plateformes, en fait, tu t'aperçois que ce que les gens mettent en avant à chaque fois, c'est la qualité du service client. Et en fait, ça, c'est un de nos axes différenciants aujourd'hui aussi sur le marché. C'est qu'en fait, on a un temps de réponse inférieur à 2 minutes en semaine quand nos concurrents mettent 48 à 72 heures à répondre, tu vois. Donc nous, ce qu'on vend aujourd'hui chez Crisp, c'est une proximité avec nos clients, une facilité d'interaction, une réactivité également aussi. S'il y a un souci, en fait, il faut qu'on le règle le plus rapidement possible. Et c'est en créant justement des histoires comme ça que les clients aussi veulent rester chez nous. Être capable de développer ce qu'on a fait aujourd'hui au même coût, ce serait très compliqué. Et de le proposer, c'est ce que je veux dire en fait. Faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui au même tarif, ça paraît très très compliqué et c'est ce qui nous protège aujourd'hui. Et alors ça arrive qu'il y en a des clients qui quittent notre plateforme, mais ça fait partie du jeu de toute entreprise. Ouais. Et puis à un moment, en fait, il faut l'accepter aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. On a notre vision de qui on est et de ce vers quoi on va tendre, ce vers quoi on veut aller. Malheureusement, ça ne peut pas forcément être adapté à toutes les entreprises. Et c'est pour ça que du coup, on offre aussi une facilité de départ, tu vois. Combien de personnes ont déjà été frustrées de vouloir quitter, tu vois, si on prend l'exemple des télécoms où il faut que tu envoies une lettre avec recommandé 3 jours avant le solstice d'hiver pour être capable d'avoir ton contrat résilié à la bonne date. Sinon, tu es réengagé pour 1 an encore, mais c'est infernal, tu vois. Personne ne veut vivre ça. Donc, nous, en fait, on a des offres sans engagement où tu peux quitter notre plateforme du jour au lendemain sans nous en avertir. Alors, c'est sûr que parfois, ça nous ennuie un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Oui, qui n'aime pas ça ça me rappelle, j'avais utilisé, et tant pis pour eux, ils avaient qu'à bien faire leur boulot, donc je vais citer leur nom, c'est Adobe, comme on dit en français. J'avais utilisé un de leurs logiciels, alors c'était un trial, du coup, fallait mettre la carte bleue, mais tu avais 1 mois gratuit.
Et donc, j'ai utilisé, ça me plaisait pas. Donc, il a fallu que j'ai essayé de m'en aller. J'ai bien essayé. Enfin, Ouais. j'ai réussi à la fin, mais c'était une vraie galère. Donc, il n'y a pas juste Ouais, un bouton. j'imagine. C'était planqué déjà. Et après, il y avait des messages de confirmation, de confirmation, de confirmation. Un peu comme quand tu essaies de supprimer un fichier. Ça donnait l'impression que c'était aussi dangereux ce que tu faisais. Il faisait tout pour pas que tu t'en ailles, en fait. Ouais. Et à la fin, une fois que finalement tu t'étais désinscrit, il demandait si tu voulais pas essayer un autre logiciel, au cas où, toi. Le mec, il lâchait rien. Qui sait? Ah, c'est Expérience sûr. utilisateur, pas mauvaise. Ouais, c'est ça qui est pas cool. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre positionnement, tu vois. C'est que bah, tu devrais pouvoir changer de logiciel comme tu changes, entre guillemets, de chaussettes, quoi, tu vois. Nickel. Au niveau de toi, quand tu arrivé dans la boîte, c'était quoi la stratégie d'acquisition qu'il y avait en place? La stratégie, elle était principalement, enfin la croissance était principalement drivée par le produit en lui-même. Il y avait beaucoup de boucles de croissance mis en place et il y avait également aussi un petit peu de SEO et beaucoup de referrals. Donc en fait, c'était majoritairement, tu vois, des blogs générant beaucoup de trafic dans lesquels Crisp était visible, très visible et qui nous ramenait beaucoup de sign-up, ouais. Et donc, c'était surtout du SEO externe, avec les referrals, c'est ça? Ouais, externe et puis boucle de croissance. Donc en fait, c'était tout simplement nos clients qui utilisaient Crisp sur le plan gratuit, sur lequel en fait on voyait tout simplement la marque. Voilà, ça fonctionne grâce à Crisp et ça continue encore hein, à nous rapporter beaucoup de trafic. Mais, euh, mais c'était historiquement le canal principal, ouais. On te voit plus, t'étais coupé. Euh, et toi, quand tu arrivé, du coup, ta mission, tu avais une mission en particulier? Parce que je sais que, enfin, pour ceux qui t'ont déjà entendu, tu as déjà été interrogé sur le SEO programmatique. Est-ce que c'est toi, quand tu Ouais. arrivé, tu savais déjà en arrivant que tu allais faire ça? Ou est-ce que c'est en étudiant l'outil, enfin le produit marché, tu t'es dit c'est la meilleure solution? Comment ça s'est fait à l'époque? Parce que Yes. alors, tu vas me corriger, mais tu as aussi fait tes growth dans l'âme. Enfin, tu fais de la croissance growth hacker, comme on dit. Tu as été embauché dans des entreprises avant pour ça. Tu as fait du conseil dessus. Et du coup, tu n'étais pas forcément. Le SEO, c'était pas la seule solution qui était dans ta trousse à outils, on va dire. Non, en effet. En effet, en effet. Moi, quand je suis arrivé, déjà, je ne connaissais pas le marché du tout hein, sur Crisp. Donc, c'était important pour moi de le comprendre et de savoir qui étaient mes clients, comment est-ce qu'ils nous trouvaient, pourquoi est-ce qu'ils nous avaient choisis. Enfin, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à échanger, faire des entretiens utilisateurs. Euh, C'était essentiel pour moi de bien comprendre tout ça. Et puis, j'ai passé aussi toute une brique de tracking sur le comportement utilisateur dans l'application, tu vois, mettre en place aussi le petit remontée d'événements dans Google Analytics pour être capable de mesurer quels étaient les canaux d'acquisition qui généraient le plus de conversions, parce que jusqu'à présent, les équipes ne mesuraient pas ça. Enfin, tu vois, plein de petites choses comme ça qui, au final, te donnent de la connaissance et te permettent de prendre des décisions qui ne sont pas juste au doigt mouillé, mais qui sont éclairées par de la donnée qualitative et quantitative. Donc ça, pour moi, c'était essentiel. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à mener plein de chantiers de front. Ouais. C'était déjà à partir de l'existant. Moi, j'ai jamais aimé cette idée tu vois, de tout jeter à la poubelle et de tout refaire. Je préfère plutôt avoir une approche itérative où on modifie étape par étape les choses. Je pense que ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir de l'impact beaucoup plus fort que de se dire, non, vas-y, on rechange tout, quoi. Donc c'était la vision que j'ai entrepris. Donc, quand tu commences, de toute façon, tu analyses l'existant. Donc voilà, c'était un gros travail d'audit de l'existant avec tout un tas de préconisations qui ont suivi. Et puis plein d'expériences en fait, que j'ai menées et qui m'ont permis de me dire que oui, en effet, l'ICO et tout ce qui a trait au référencement naturel était un canal sous-exploité et qu'on devait maximiser. Et donc, on a commencé à investir dedans massivement.
Et on continue à le faire, puisque aujourd'hui, c'est devenu le premier canal d'acquisition de l'entreprise. Et il y a encore énormément de choses à faire sur le sujet. Alors, tu parles d'investir dedans, c'est un investissement en temps, en argent que vous passez dedans. Parce qu'on entend souvent le SEO, c'est gratuit. Alors, c'est toujours comparé au SEA, évidemment. Ouais, bien sûr. Il y a évidemment des défauts aussi. Non, c'est sûr que c'est pas gratuit. Ouais. Parce que oui, ton temps, il n'est pas gratuit, donc tu passes beaucoup de temps dessus. Et donc, toi, tu es parti sur le SEO programmatique. Est-ce que tu peux nous parler alors, nous redéfinir, enfin, nous dire, expliquer ce que c'est et peut-être nous expliquer en mettant en parallèle avec le SEO classique que les gens connaissent un peu plus, bien comprendre la différence entre les deux. Ouais. Bon, c'est important de comprendre que je n'ai pas commencé par du SEO programmatique. J'ai commencé par aller optimiser des pages existantes sur mon site, de travailler des expressions bas de cycle de vie, donc c'est-à-dire d'essayer d'attirer des prospects qui sont déjà éduqués par rapport aux solutions disponibles sur le marché et qui sont plutôt à une étape de comparaison des différents acteurs ou même de prise de décision. Moi, j'interviens vraiment à ce moment-là parce que je suis sur un marché ultra concurrentiel. Et donc, un marché ultra concurrentiel, ça veut dire un très grand nombre d'alternatives disponibles sur un même marché. Donc, l'enjeu ici, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se différencier, mais également aussi comment est-ce qu'on peut se rendre visible. Parce que nous, nos concurrents, ils ont levé énormément d'argent, ils sont extrêmement financiarisés, si je puis dire. Et du coup, la question, c'est de se dire, comment toi, petite entreprise autofinancée, tu fais pour te sortir du lot, te rendre visible et générer du nouveau business. Donc, cette étape de programmatique SEO, elle est arrivée il y a quelques mois de ça, dans une logique de gain de notoriété. Et ça, c'était vraiment important. C'est vraiment important à comprendre, c'est que moi, j'ai mis ça en place parce que je voulais faire en sorte que les gens qui cherchent des informations par rapport à nos concurrents puissent nous découvrir. Et que c'était gratuit, du coup. Tu vois, gratuit, pas besoin de payer des campagnes d'affiches dans le métro ou des 4x3 dans toutes les grandes villes d'Europe. Enfin, tu vois, c'était une stratégie bootstrap, en fait, tu vois, parce que ça permet de scale dans le monde entier sans avoir à dépenser d'argent pour, entre guillemets, le maintenir. Je veux dire d'argent externe, quoi, tu vois, parce qu'au final, ça coûte pas mal d'argent à gérer aujourd'hui. Mais du coup, le programmatique SEO, en fait, c'est la capacité de générer des pages de façon automatisée, ciblant des expressions plutôt longue traîne, donc c'est-à-dire 3, 4, 5 mots-clés. Ce n'est pas forcément des expressions qui vont être génératrices, qui vont cibler des énormes volumétries, mais en fait, c'est la combinaison de l'ensemble de ces pages qui vont apporter un trafic monstre. Et donc, du coup, comment ça s'est matérialisé chez nous? En fait, historiquement, on faisait des pages de comparaison entre nous et nos concurrents pour que quand les gens tapent concurrent de leader 1 ou concurrent de leader 2 sur le marché, et ben en fait, ils découvrent que Crisp est un concurrent de ce leader avec tel et tel et tels avantages que n'ont pas justement ces leaders. Et donc ça, c'était la base. Tu vois, on faisait de la comparaison entre nous, Crisp, et les autres. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas aussi de tous ces contenus qu'on a déjà à disposition, puisqu'en fait, les comparaisons, on les a déjà faites. On les a faites qu'entre nous et notre concurrent A ou notre concurrent B, mais on n'a jamais fait concurrent A vs concurrent B. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à l'échelle? Parce que du coup, on avait 50, tu vois, comparaisons actives. Et en fait, ça génère un nombre de pages énorme, tu vois. Parce que si tu compares les 50 entre eux, je te laisse faire le calcul, mais c'est assez massif. D'autant plus que nous, on a d'ailleurs notre site traduit en 11 langues. Donc, ce qui veut dire que tu as
tout ça qui rentre en compte en termes de visibilité et tout ça, c'est massif. Donc, du coup, voilà un petit peu ce que c'est la programmatique SEO. C'est juste la capacité à générer du contenu de façon automatisée. Ce même contenu va cibler des expressions spécifiques qui vont te permettre d'attirer du trafic qualifié sur ton site. Des exemples de programmatique SEO, il y en a énormément. Des entreprises comme TripAdvisor le font très très bien avec leur page de ranking top 10 restaurants plus nom de ville. Des boîtes comme Zapier le font très bien aussi puisqu'elles se positionnent sur l'expression type intégration plus nom de marque, tu vois, etc., etc. Il y a énormément d'exemples aujourd'hui de programmatique SEO qui sont réalisés par des très grandes entreprises à des échelles monstrueuses, puisque je ne connais pas le nombre de pages qu'a un site comme par exemple TripAdvisor, mais c'est massif. Airbnb le fait aussi aujourd'hui très bien. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. Wise.com aussi. Wise.com, leur stratégie de programmatique SEO est vraiment pour moi un petit bijou. Et donc, il y a beaucoup de belles choses à faire dans ce secteur-là pour pouvoir s'en inspirer. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a créé des comparaisons entre nos concurrents. Et du coup, qui est-ce qu'on attire? C'est ça qui est intéressant. En fait, on attire des gens qui comparent les leaders entre eux, mais du coup, qui ne nous connaissent pas. Et donc, tout l'enjeu de cette page, c'est de répondre à l'intention de recherche. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens ils aient du coup une comparaison entre le client A et le client B, enfin entre le concurrent A, pardon, et le concurrent B, mais qu'on puisse leur dire aussi subtilement, en fait, si jamais tu veux découvrir une autre alternative à ces deux gros acteurs, regarde chez Crisp, parce que ce qu'on fait, c'est cool, et ça te permettrait peut-être de trouver une solution qui correspond mieux à ton besoin. C'est ça, quand le client en est là à ce moment-là, enfin le client potentiel, généralement quand tu compares, c'est que tu es bien décidé, que tu as décidé d'utiliser une solution, mais tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas eu un coup de cœur. Et j'imagine bien que c'est une bonne façon de s'immiscer au milieu, de dire coucou, il y a aussi moi qui existe. Ouais. Et on a fréquemment des gens qui viennent vers nous et qui nous disent « Ah, je viens de vous découvrir, là, j'allais signer chez un tel. Et puis, en fait, je vais en bosser avec vous, finalement. » Excellent. Ça, c'est un bon moyen de détourner à peu de frais. La concurrence, finalement, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour attirer, pour se faire connaître, pour attirer les gens, pour expliquer à quoi servaient les logiciels de chat, par exemple. Ouais. Et toi, tu hackes le truc, en fait, en arrivant au dernier moment, tu fais, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand tu prends... tu te branches sur le canal principal d'arrivée d'eau là, du flux et tu récupères de l'eau gratuitement. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se voit pas, personne ne le voit. Je fais ma petite dérivation, c'est ça que tu voulais dire peut-être? Ouais, c'est ça, dérivation, exactement. Ouais, clairement, c'est comme ça qu'on peut le voir en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, tu vois, même si tu prends pas toute l'eau, parce qu'en fait, il y a un gros flux, Ouais. même avec, tu vois, 5%, c'est cool, tu vois. Et ça te permet de générer un nouveau flux de croissance sur des gens qui jusqu'à présent ne te connaissaient pas. Et en fait, nous, on n'a pas les moyens, tu vois, de se battre en termes de notoriété avec nos concurrents. En revanche, on est capable de se différencier très fortement. Et donc, c'est là-dessus qu'on joue, sur les dernières étapes du cycle de vie, en disant, voilà où vous en êtes, regardez qui on est. Franchement, à mon avis, on peut bien s'entendre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et aujourd'hui, tu penses que le programmatique SEO, alors, toi, tu es dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que tu connais des cas d'usage où c'est utile aussi quand il y a moins de concurrence? Non. C'est surtout destiné dans... En vrai, après, je sais pas, tu vois, ça dépend du marché. Est-ce que tu as un marché avec un très haut panier et un délai de signature long terme? Combien de concurrents tu as sur ton marché? Enfin, tu vois, le programmatique SEO, nous, on l'a fait parce qu'en fait, on avait 23 000 pages à créer, tu vois.
19 personnes. J'allais pas faire les 23 000 pages une à une, parce que sinon, j'y serais toujours un an après, tu vois. Donc, c'est ça l'enjeu aussi, c'est de se dire comment est-ce que tu alloues ton temps le mieux possible pour atteindre tes objectifs. Sur un marché avec 5-6 concurrents, ça vaut peut-être plus le coup de le faire à la main, tu vois. Et là, tu fais un article de blog ou ce genre de choses et tu testes. Mais ça dépend du marché profondément. Et encore, tu vois, nous, aujourd'hui, on a 50 acteurs qui sont listés. Mais quand tu vas sur des sites, genre les TripAdvisor du B2B, bah, en fait, il y a 400 références qui sont dans notre catégorie, tu vois. Donc, c'est une goutte d'eau, tu vois, les 50. Sauf que nous, on a pris les 50 plus populaires. Parce qu'en fait, c'est ceux qui nous intéressent le plus. D'accord. Et tu penses que ça serait une perte de temps d'aller chercher tout le monde? Enfin, ça serait plus du 80, mais par rapport au temps passé, même si c'est automatisé, derrière, ça vaut Bah, pas le ouais, coup, mais en fait, tu penses? automatisé à moitié, tu vois. Parce qu'il faut quand même qu'on aille analyser les critères de comparaison et tout ça. Donc ça demande énormément de temps. Le temps que j'ai passé à la réalisation de cette comparaison, parce que nous, ce qu'on fait, c'est que ces 50 acteurs, on les compare avec nous aussi. Tu vois. Donc, et moi, je ne veux surtout pas avoir à faire des gens qui me disent, bah là, ce que vous dites, c'est faux. Donc, il y a eu beaucoup de travail de recherche et de validation des informations pour s'assurer que le comparatif qu'on fournit aux clients est pertinent. Donc, en avoir 400, le projet qu'on a fait là, il est déjà limite trop gros pour nous. Donc, en avoir 400, mec, j'imagine pas. Et puis, c'est une galère à maintenir après et tout. Non. En vrai, je pense pas que ce soit efficient. Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout de mettre à jour, mais après, il faut que les infos, tu m'en parlais, faut qu'elles restent à jour le plus longtemps possible, effectivement, pour pas qu'on te tombe dessus après pour dire, vous raconter n'importe quoi derrière. Ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est l'idéal, ça, pour connaître son marché. Si tu connais pas bien un marché, tu commences par faire ça t'oblige à étudier toute la concurrence dans le moindre détail. Carrément. On fait pas mieux. Du coup, moi, ça m'a permis vraiment d'affiner mes compétences. Et aujourd'hui, tu vois, sur des rendez-vous, on me parle d'acteurs. Bah, je dis, ah ouais, je connais très bien, ils font ci, ça et ça. Du coup, ça donne une crédibilité aussi après, tu vois. Donc, c'est plutôt intéressant. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient, ok, c'est bien d'automatiser, mais quand tu fais 23 000 pages par rapport à une, moi, le gars, il va te dire, moi, je mets 2 jours à faire une page SEO. Aujourd'hui, tu me dis que tu m'en ponds 23 000 à la volée. Ouais. Quid de la qualité? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la qualité? Est-ce qu'il y a C'est vrai que est-ce que tu arrives à maintenir votre qualité ou est-ce qu'il y a parce que souvent on voit les sites justement qui utilisent le SEO programmatique pour le mal, on va dire, où ils génèrent plein de pages pourries. On est attiré, on a cliqué, mais derrière on voit bien que c'est fait par un robot et que ça ressemble à rien. Donc, toi, confirme-nous que c'est pas ça que ça ressemble chez toi. Non. Comme je te disais, tu vois, nous, on essaye d'avoir une approche humaine de l'expérience client. Donc, le contenu, il est rédigé par nos soins et après, il est vérifié par des personnes qui parlent la langue nativement. En fait, l'automatisation nous permet juste d'aller plus vite sur le marché, de commencer à faire indexer nos pages et de les rendre visibles auprès des utilisateurs. Et après, on apporte une couche humaine de vérification sur chaque langue pour s'assurer que ce qu'on raconte, ça a du sens et c'est pas juste du travail 100% automatisé. Tu vois, là, je viens de terminer justement le travail de traduction sur toutes les langues. Je le fais assez régulièrement. Et du coup, c'était long, c'était fastidieux, mais en fait, ça n'a pas de prix entre guillemets, tu vois, parce que si les gens ils arrivent sur ton site et qu'ils voient en effet que c'est écrit n'importe comment, bah, la crédibilité de ton entreprise, elle en prend quand même un coup. Donc, on essaye au maximum de faire ça. Après, voilà, on reste des humains, on est faillible, donc il se peut qu'il y ait des erreurs parfois. Mais le contenu, il est avant tout rédigé par nous et que par nous. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est super, je vais pouvoir déléguer tout mon contenu à ChatGPT. Et puis, j'ai vu ça le jour, à embaucher que des content stratégistes, donc des personnes spécialisées en stratégie de contenu et plus des personnes qui écrivent le contenu. Mais c'est une erreur profonde, en fait. C'est une erreur profonde. Je trouve ça ridicule, en fait, parce que
à quel moment tu peux te permettre de te dire que dans ton entreprise, tu es plus capable de rédiger du contenu, mais que c'est un robot qui va le faire à ta place? Ça veut dire que du coup, tout le monde, imagine dans ton industrie, tout le monde a la même pratique, tu vois. Tout le monde va avoir le même contenu du coup sur son site. Donc en fait, tu crées un marketing médiocre qui est commun à tout le monde, avec une structure de contenu qui sera peut-être différenciante, parce que là, il y aura quand même des stratégistes de contenu. Mais ouais, je trouve ça mauvais, en fait. Enfin, tu vois, si tu veux être perçu comme un expert sur ton marché, il faut que ton contenu soit toi qui le rédige, parce que tu es le seul à pouvoir maîtriser ce que tu peux apporter à tes clients. Et donc, en fait, ça passe par de l'analyse des données, ça passe par des entretiens utilisateurs, ça passe par des rendez-vous commerciaux. Et toutes ces choses-là font que du coup, tu comprends profondément le persona que tu adresses. Et ça, n'importe quelle IA sera jamais capable de le faire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un nivellement par le bas, hein, l'histoire que tu nous racontes. Non, C'est mais que tout le monde fait vraiment, moi, ça je et suis que. sidéré, tu vois. Tous les gens qui disent, ah, c'est super, on va pouvoir tout automatiser, mais en fait, c'est déjà, ils te vendent du vent, c'est des gros mythos. Et en plus de ça, ils t'incitent à faire moins bien. Mm. En fait, il faut rester exigeant avec soi-même. Si tu veux créer une boîte qui fait de la croissance, bah, il faut que tu te différencies. Et si tu te mets à faire du contenu tout pourri comme tous les autres, bah, c'est sûr que tu feras une boîte tout pourrie comme toutes les autres aussi, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, je sais pas si tu connais l'exemple du jeu de Go. Enfin, au début de nos entretiens, tu disais que la meilleure utilisation de ChatGPT, enfin, ou des IA, c'est quand on met de l'humain derrière. Et le jeu de Go, c'était pareil en fait. L'IA a battu très vite, enfin très vite non, mais elle a fini par battre les humains. Donc, mais à plat de couture, c'est-à-dire que les humains, ils n'avaient plus d'espoir de battre un jour l'IA humain contre IA. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'IA a permis aux humains de s'améliorer grandement, d'aller dans des zones de jeu qu'ils n'exploraient jamais. Et du coup, aujourd'hui, IA plus humain bat l'IA sans problème. Donc, c'est pour dire que, pour aller dans le sens que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment utiliser les deux, c'est là où tout est, là où est toute la puissance. Comme pour la génération de contenu dont tu parlais juste avant. Tout à fait. Tu t'en sers de base et après tu vas rajouter ton expertise dessus. C'est évident, tu vois. Il faut surtout pas penser que le 100% IA, ça va nous aider à améliorer nos vies, quoi. Enfin, je pense. Alors après, là où je verrais pourquoi pas du 100% IA, c'est si tu fais si tu tapes très top of funnel, où tu t'adresses à un public très très large, en fait, où il n'y a pas besoin de connaissances bien poussées, toi. Même s'il faut toujours rajouter après toi ton côté différenciant, évidemment, pour attirer les gens, mais ton savoir, il est quelconque à ce niveau-là, peut-être. Ouais, mais du coup, tu vois, si t'es... Enfin, c'est triste aussi, parce que du coup, en termes d'expérience client, ça veut dire que tu vas rédiger du contenu qui n'aura pas d'âme et qui sera pas... qui contiendra pas, tu vois, ton ton, mais également aussi ta façon d'écrire. Enfin, c'est tout ça que les gens viennent chercher aussi, tu vois. C'est pas juste un article de blog. C'est peut-être aussi quelque chose de beaucoup plus profond qui réside dans ta marque, dans la personne que tu es, peut-être aussi, tu vois. Peut-être que les gens, en fait, ils sont attachés à ta façon d'être, ton honnêteté, ta simplicité. Et du coup, ça combiné à la qualité de tes articles, bah, c'est peut-être ce qui va faire la différence vers un contenu 100% automatisé qui est fade, tu vois. Et ça rentre bien dans la stratégie de branding dont on parlait tout à l'heure, justement, tout ce que tu racontes, toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui fait que les gens vont t'aimer toi et pas la concurrence. Oui, tout à fait. C'est très juste. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé d'acquisition, mais du coup, les gens, une fois qu'ils sont... Il n'y a pas que ça dans la vie, on pense souvent à acquisition, parce qu'au début, forcément, non, surtout quand tu pas débutes... même d'ailleurs. Ouais, surtout pas. Ouais, il n'y a que ça qui compte au début de l'acquisition, évidemment, parce que si tu n'as pas de client, tu ne peux rien faire. Mais une fois qu'ils sont venus, c'est pas... Il n'y a pas que ça derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, quand les gens ils arrivent sur ton site, toi, tu les as attirés avec
tes pages SEO. Qu'est-ce que vous faites après pour aller les chercher s'ils n'achètent pas tout de suite? Comment vous faites pour aller les convertir après? Pour capitaliser sur les premiers efforts, justement. Déjà, ce qu'on fait, c'est que sur la page même d'atterrissage, on met en avant notre mix marketing. Tu vois? Donc, le mix marketing, ça va être les éléments de différenciation tarifaire, les éléments de différenciation fonctionnelle, les éléments de réassurance également aussi. C'est tout un challenge, en fait, de combiner SEO, donc référencement naturel, c'est-à-dire profondément s'adapter à ce qui fait une page performante d'un point de vue visibilité dans les résultats des moteurs de recherche, avec conversion. C'est ça l'enjeu, tu vois. C'est comment est-ce que tu fais pour trouver le bon pour placer le curseur. Parce qu'il y a beaucoup, tu vois, historiquement, de gens du monde du SEO qui faisaient des sites vraiment atroces en termes de design et du UX, mais qui rankaient comme des fous. Et du coup, pour tout le monde, c'était l'enfer, quoi, pour les utilisateurs finaux, je veux dire. Donc là, c'est l'enjeu, tu vois, de l'époque à laquelle on vit, c'est de combiner expérience utilisateur et conversion. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font sur ce sujet-là, dans notre marché d'ailleurs, hein, avec aussi, tu vois, les critères de Google à EAT. C'est vraiment vital de repenser la façon qu'on a de construire une page web, de fournir du contenu, et ça, peu importe l'étape du cycle de vie, en fait, l'étape du cycle de vente plutôt. C'est un vrai challenge, et même moi aujourd'hui je me pose beaucoup de questions sur comment je vais devoir construire mes pages pour le futur. Ceci étant dit, une fois que tu vois, tu as ta bonne page qui rank bien, qui convertit bien, tu le dis très justement, il faut les retenir. Donc nous, on mise beaucoup sur l'activation. Et donc pour ça, on a travaillé beaucoup d'intégration, parce que nous, notre moment clé, c'est l'installation et l'activation d'un canal. Tu vois. Donc aujourd'hui, on pousse beaucoup le chat, qui est un canal qui est quand même relativement simple à installer. Mais on pousse également aussi beaucoup Instagram, Messenger, WhatsApp, qui aujourd'hui sont des canaux qu'il est encore plus simple de connecter à Crisp. Parce que tu n'as même plus besoin de passer par la modification du code de ton site web, qui est aujourd'hui quand même assez fermé en général en entreprise, tu vois. Parce que plus haut niveau de sécurité d'entreprise, etc. Donc ça, c'est une première chose, tu vois, c'est l'activation. Parce qu'après, en soi, l'acquisition, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui dans le produit aujourd'hui, tu vois. Acquérir un utilisateur, c'est presque zéro effort, tu vois. La personne a juste à donner son nom, son prénom, son adresse mail, et à créer un compte sur notre logiciel. En revanche, connecter un canal, ça demande plus d'efforts. Et après, répondre à un client depuis Crisp, là, dans le temps, c'est comme ça que nous, on mesure la rétention. Tu vois, on mesure un utilisateur retenu à sa capacité à répondre à un message dans le temps. On mesure ça de façon hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça, hein, c'est que les gens reviennent. Donc, on pousse énormément les intégrations avec les écosystèmes de CMS, mais également aussi avec les écosystèmes de messaging. Donc, toutes ces apps qui te permettent de communiquer avec tes clients aujourd'hui de façon simple et efficace. Tu vois, WhatsApp, c'est une personne sur deux en France qui l'a installé sur son site, sur son téléphone. Donc, demain, toutes les entreprises qui feront du service client feront du service client sur WhatsApp. C'est évident. C'est déjà le cas au Brésil, c'est déjà le cas en Indonésie ou dans d'autres pays d'Asie. Nous, en France, on est à la traîne. En Europe, de façon globale, parce que je pense qu'il y a une culture, tu vois, un peu entre guillemets traditionnelle du téléphone et tout ça, mais ça va évoluer très très vite parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive et ça va changer beaucoup de choses.
Donc, la rétention, ça se manifeste comme ça chez nous. C'est une facilité d'interconnexion avec les canaux que tu as chez tes clients et ouais, la récupération de données, tu vois, sur du Shopify ou sur du WooCommerce également aussi. On va venir proposer des intégrations natives qui vont te permettre très facilement, de savoir à qui tu as affaire à chaque fois que tu reçois un message, sans avoir besoin de réinventer la roue. Et l'idée, c'est, voilà, comment moi, en tant que, par exemple, e-commerçant, je peux, facilement créer une expérience client unique et efficiente, sans avoir besoin de mettre 10 jours de développement, sur mesure, ouais. Encore 10 jours, c'est peu. Ouais, non, mais c'était une façon de parler, mais ouais, bien sûr. Mais ça reste beaucoup pour beaucoup de e-commerçants, tu vois, d'investir autant de temps, homme, dans, la synchronisation de données, par exemple, tu vois? Et alors, avant, on parlait d'acquisition, on a vu comment ça avait évolué chez Crisp, pardon. Et au niveau de la rétention, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps? C'est quelque chose que tu as cherché à améliorer dès le début en parallèle de l'acquisition, donc? Ou est-ce que c'est quelque J'ai chose plutôt que vous travaillé avez sur le revenu, travaillé? en fait. Ouais, j'ai plutôt travaillé sur le revenu, D'accord. parce qu'en fait, tu as plus d'impact. Si tu gagnes plus d'argent, enfin, si tu améliores l'étape de rétention, du coup, de revenu, tu améliores in fine aussi l'étape de rétention, puisqu'il y a plus de. Enfin, c'est un travail dans les deux sens, tu vois. Il faut à la fois, parce qu'en fait, si tu travailles à fond l'acquisition, mais qu'après, tu as un panier percé, bah, en fait, ça sert à rien, ça se remplit jamais ton panier, tu vois. Donc, oui, c'est un travail, on va dire, des deux bouts qu'il faut mener. Hem, Moi, j'ai beaucoup travaillé particulièrement la logique d'upsell sur Crisp. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un client puisse passer d'un plan à un autre facilement, encore une fois, sans avoir besoin de nous, tu vois? Comment est-ce qu'on met en avant les logiques d'upsell? Comment est-ce qu'on construit les plans pour faire en sorte que, les gens voient de la valeur dans les plans payants VS le plan gratuit, et cetera, et cetera. Tout ce travail-là qu'on a mené est un travail, en fait, encore une fois, d'expérience utilisateur qui, nous permet de rendre nos clients autonomes, mais également aussi de leur, faire comprendre que, il y a beaucoup de valeur sur tel plan ou tel plan VS, tel autre plan, quoi. Et donc ça passe par, des limitations en termes d'usage, des restrictions en termes de fonctionnalité, et aujourd'hui, on est allé encore plus loin parce qu'on a mis des limites carrément, de choses qui n'étaient pas, présentes dans le produit jusqu'à présent. Avant, on était vraiment en open bar et aujourd'hui, en fait, on a certaines limites qui sont mises en place parce qu'en fait, on s'est aperçu que certaines entreprises avaient des usages qui dépassaient, entre guillemets, «l'usage en bon père de famille» et qui, du coup, nous coûtaient bien plus que ce qu'elles nous rapportaient. Et donc, en fait, ce 5 d'utilisateurs-là va venir nourrir, heu, le développement de nouvelles fonctionnalités, la mise à disposition d'un hébergement plus efficace aussi pour l'ensemble des autres utilisateurs. Donc, voilà un peu, tu vois, on a travaillé à la fois l'expérience d'upsell, on a travaillé également aussi, les tarifs et puis là, on travaille tout un tas de nouvelles fonctionnalités parce qu'en fait, c'est le produit qui nourrit la croissance, hein, chez Crisp. C'est pas, les sales qui vont aller chercher plus de clients et donc on a ajouté aussi au cours des 4 années énormément de fonctionnalités sur les plans payants pour faire en sorte que les gens perçoivent la valeur, beaucoup plus que, ce qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Avec notamment, plus de canaux, à connecter et cetera, et cetera. D'accord. Et vous avez toujours eu cette stratégie de gratuit? Parce que moi, j'en vois bien l'intérêt, c'est quand on est gratuit et petit, justement, ça permet d'avoir de la pub «gratuite», entre guillemets, parce Ouais. qu'un utilisateur va pouvoir parler à plus de gens derrière. Alors que c'est pas le cas quand tu veux vendre cher et du coup, si tu as un client, d'accord, il te rapporte 10 000 euros, mais à côté de ça, tu peux te diffuser beaucoup moins vite. Donc c'était une stratégie que vous avez appliquée dès le départ, ça? Ouais, tout à fait. C'est issu en fait de la culture aussi. Baptiste et Valérian, c'est 2 personnes qui ont fait beaucoup d'open source et qui continuent à en faire. Tu vois, aujourd'hui, Valérian, il maintient plus d'une trentaine de projets open source.
qui sont des produits qui sont réutilisés chez Crisp, mais qu'on a laissé en accès libre pour d'autres personnes. Donc, ça fait partie de la culture du web, qui est une culture ouverte. Et nous, tu vois, on finance aussi des projets open source. On a un budget comme ça tous les mois où on vient dire, voilà, on donne tel argent et tel argent à tel projet. Ça fait partie de notre vision, tu vois, de ce que doit être le web demain. Et puis en fait, ça correspond bien à la cible qu'on adresse aussi. Parce qu'une entreprise qui se lance, elle n'a pas de budget pour acheter un chat. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand Les accompagner, oui. tu te lances, tu puisses facilement échanger avec tes utilisateurs. Et donc, le médium le plus efficient, c'est ton site web. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on offre gratuitement la mise en place d'un chat sur ton site de façon illimitée pour te permettre d'avoir le plus de feedback possible et de pouvoir après décupler ta communication sur d'autres canaux en passant sur les plans payants. Puisque en fait, demain, quand tu vas passer sur le plan pro, par exemple, à 25 €, tu vas pouvoir centraliser aussi ta boîte mail et Facebook Messenger et Telegram, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, il y a toute une volonté voilà, de justesse aussi par rapport au profil des gens qu'on adresse, puisque ce qu'on veut, c'est que facilement, en fait, tu puisses mieux communiquer avec tes utilisateurs qui sont sur ton site. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin d'aide, en fait, tu vois. Quand tu fais du e-commerce, par exemple, avoir un formulaire de contact, c'est cool. Mais en fait, si tu réponds 3 jours après, l'intention d'achat, elle est partie déjà. Ta personne, elle est sûrement peut-être allée sur un autre site où elle a trouvé la réponse à sa question et peut-être qu'elle va acheter sur ce site-là du coup. Alors que si tu avais été capable de répondre en temps réel à la demande de ton utilisateur, peut-être qu'elle serait passée à l'achat directement sur ton site aussi. Donc voilà des exemples de choses que tu peux facilement faire, tu vois, et qui ont un impact direct sur ta performance commerciale. Ok, nickel. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer sur l'automatisation, par exemple, du SEO programmatique, est-ce qu'il y a des outils tout faits sur le commerce qui existent ou est-ce qu'ils doivent forcément passer par des développeurs? Non, je pense que c'est que du sur-mesure, ouais. Alors, j'ai pas la science infuse, donc c'est possible qu'il y ait des outils qui existent, qui t'accompagnent, mais je vois pas trop comment, puisque de toute façon, il va falloir que tu rédiges le contenu. Il va falloir que tu détermines quel type de contenu tu veux entrecouper ensemble. Tu vois, nous, demain, on pourrait faire aussi des pages dédiées qui combinent à la fois fonctionnalité et industrie pour être capable de faire live chat pour e-commerce, live chat pour travel industry, mais également aussi helpdesk pour e-commerce, helpdesk pour le voyage ou pour l'éducation, tu vois. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. Mais en fait, ça dépend de ton métier, quoi. Donc, ouais, s'il y a des outils qui peuvent t'aider, ça s'appelle Google Sheets et Excel, quoi. Honnêtement. Mais sinon, non, je vois pas de solution miracle, ouais. Si on est intéressé par les projets open source que vous faites, est-ce qu'on peut les retrouver? C'est sur le GitHub de Valérian. Donc tu mets GitHub, Valérian Saliou. Hop, je vais t'envoyer le lien dans la discussion là. Hop. Nickel. Alors, et du coup, voilà, Valérian, il publie pas mal de trucs. Je le mettrai en lien en dessous. Yes. Que ce soit sur le podcast ou sur YouTube. Qu'on a mis en open source, c'est notre docs, notre documentation technique que Valérian a construit en open source et qui est aujourd'hui accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que demain, n'importe quelle entreprise peut utiliser ça, peut l'améliorer pour permettre de créer sa propre documentation technique. Très bien. Je terminerai par une dernière question qui est un peu différente du reste.
Je t'ai vu parler Ouais. sur un des derniers posts sur LinkedIn de Search Generative Experience de Google Yes. qui annonçait des changements à venir. Donc, c'est un impact direct sur les SEO, si j'ai bien compris. Clairement. Tu peux nous en parler ouais. Ouais, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tu sais, avec les critères EAT, donc expertise, autorité et confiance. J'ai traduit, hein, mais c'est pas les expressions que ça veut dire en anglais. Et donc, le Search Generative Experience, c'est un nouveau modèle de recherche qui va être proposé par Google dans les années et les mois à venir, qui va devenir de plus en plus prépondérant et qui va proposer en fait non plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Tu vois, où en fait, tu vas poser une question et tu as un modèle à la ChatGPT qui va tout simplement te dire, bah voilà, la réponse à ta question. Et donc, ça change profondément la donne, puisque en fait, ça veut dire que tu vas passer à une expérience de recherche qui est conversationnelle. Donc, que ça soit par voix ou par texte. L'interface va être modifiée également aussi pour s'adapter à cette expérience-là. Et puis, ça, du coup, induit énormément de choses derrière pour les personnes qui font du marketing, parce qu'il faut se poser la question de comment est-ce que tu influences ce modèle d'intelligence artificielle, comment est-ce que tu travailles les sources qui vont venir composer ce modèle-là, puisque en fait aujourd'hui, ton site web, ça c'est déjà plus, hein, mais ce ne sera pas la seule source. Donc il y a énormément de choses comme ça qui vont rentrer en compte pour créer le futur de demain, même les publicités en fait. Tu vois, comment est-ce que tu crées des publicités dans une expérience de recherche basée sur l'intelligence artificielle? Bah, ça, pour le moment, même Google, ils n'ont pas la réponse. Donc, ça va être tout un tas de recherches qui vont être menées, tant du côté des équipes en charge du produit de Google que des équipes et des personnes qui font le marketing tous les jours dans les entreprises pour s'assurer que en fait, le modèle va bien comprendre le métier qu'on fait. Mais le conseil que moi, je peux d'ores et déjà donner aux personnes qui t'écoutent, c'est de travailler les sources externes, en fait. Donc, travailler à fond les listings, travailler à fond les plateformes de review, travailler à fond les sites de questions-réponses, répondre absolument systématiquement à toutes les questions qui sont posées par rapport à votre produit. Enfin, c'est vraiment, à mon avis, le plus gros enjeu à venir dans les années, les mois, puisque en fait, c'est vraiment ce qui va permettre à un modèle de s'enrichir. C'est ça. Ça promet des gros changements. Donc ça c'est Ouais, un peu le flou même en encore. termes de design de page et tout ça, enfin bref, c'est assez massif. Ouais. On risque d'avoir moins de trafic sur nos sites, ouais, je pense. C'est possible aussi, ouais. Comment est-ce que tu vois, aujourd'hui, il n'y a personne qui va en page 2 de Google. Demain, quand tu demanderas à l'IA, bah voilà, donne-moi la liste des 10 meilleurs logiciels dans telle catégorie, il y a quand même peu de chances que la personne demande d'en avoir 10 autres, quoi, tu vois. Donc voilà. Ça promet beaucoup de choses assez marrantes à faire, je pense. Ouais. Est-ce que tu aurais ajouté quelque chose Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose, par exemple, avant qu'on se quitte? Non, non, franchement, je trouve qu'on a bien discuté et j'ai pas forcément de questions en particulier. Une dernière question, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter? Sur LinkedIn, sur Twitter également aussi, où je suis assez actif. Et puis par mail, si vous voulez m'écrire un mail à antoine@crisp.chat, donc c'est CRISP.chat, et n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir. Et Twitter, c'est avec ton nom qu'on te retrouve? Ouais. Bonne Normalement, question. ça devrait le faire, ouais. Ok, nickel. Je te remercie et on se dit à Avec bientôt. plaisir. Ouais, ciao. Abonne-toi.